Bonjour, bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique dominical de France Inter, de France Info, sur le canal 27 de la TNT et du journal Le Monde. Je suis très heureux de succéder à Ali Badou, à qui j'envoie un salut amical. Et pour lancer cette saison présidentielle, un Question politique en taille XXL. Non pas un, mais 5 invités, les 5 candidats de la primaire écologiste qui vont débattre pour la première fois ensemble, ici, sur le service public, dans le magnifique auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Un débat qui se prolongera exceptionnellement jusqu'à 13h30. Dans l'ordre alphabétique, Delphine Batho, Jean-Marc Governatori, Yannick Jadot, Éric Piolle et Sandrine Rousseau sont les invités de Questions politiques. Questions politiques. Thomas Negaroff sur France Inter. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Je vous présente celles qui vont vous poser toutes les questions que l'on se pose pour comprendre votre vision de l'écologie, de la société ou de notre modèle économique. Autour de la table, vous les connaissez, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, Françoise Fressos du Monde et Karine Bécard de la rédaction de France Inter. Bonjour à toutes les trois. Et puis en deuxième partie d'émission, nous serons rejoints par Alexandra Ben Saïd, Madame Économie, ici à la rédaction de France Inter. Vous pourrez, vous, auditeurs et téléspectateurs, interagir avec l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag QuestionPaul. Un mot rapide de présentation de nos invités, de gauche à droite. Rien de politique, ça a été tiré au sort. Nous avons Delphine Batho, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie entre 2012 et 2013. Vous êtes députée depuis 2012 et vous présidez Génération Écologie. À vos côtés, Jean-Marc Governatori, bonjour. Bonjour. L'invité de la dernière minute. Vous avez longtemps été patron de magasin dans le sud de la France. À vous de vous lancer en politique. Vous êtes aujourd'hui conseiller municipal de Nice et vous co-présidez avec Corinne Lepage Cap Écologie. À vos côtés, Éric Piolle. Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre, contrairement aux deux précédents, d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez été élu maire de Grenoble en 2014, faisant de vous le premier maire vert dans une commune de plus de 100 000 habitants. Et vous avez été réélu très facilement l'an dernier pour un deuxième mandat. À vos côtés, Yannick Jadot. Vous êtes vous aussi Europe Écologie Les Verts. Vous êtes eurodéputé depuis 2009 et vous avez conduit la liste Europe Écologie Les Verts lors des élections européennes en 2019 et vous avez déjà gagné une primaire écolo, c'était en 2017, mais vous étiez ensuite rallié à Benoît Hamon. Et à vos côtés, Sandrine Rousseau, vous êtes universitaire, bonjour, économiste. Vous avez été entre 2010 et 2015 vice-présidente Europe Écologie Les Verts du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et porte-parole à cette époque du parti, ce même parti Europe Écologie Les Verts. Encore une chose, et après je me tais, la primaire écologiste est une primaire ouverte. Toute personne de plus de 16 ans peut voter. C'est en ligne que ça se passe sur le site lesécologistes.fr. Il suffit de signer une charte des valeurs écologistes avant le 12 septembre et de s'acquitter de 2 €. Mais je crois qu'on peut donner plus si on est généreux. Le vote pour le premier tour aura lieu entre le 16 et le 19 septembre. Au dernier pointage, il y a environ 35 000 inscrits. France Inter. Questions politiques. Débat de la primaire écologiste. Alors le sort a désigné Jean-Marc Governatori pour répondre à la première question. Elle vous est posée par vous, Françoise Fressos. Bonjour Jean-Marc Governatori. Madame. Vous avez une particularité, c'est que vous n'êtes pas de la famille Europe Écologie Les Verts. Les autres ont eu tendance à vous regarder en chien de faïence. Ils avaient même envisagé de vous exclure de la primaire parce que votre parti, le parti dont vous êtes issu, Cap 21, avait dit refuser de soutenir de façon inconditionnelle le futur vainqueur. Alors ma première question est simple et directe. Qu'est-ce que vous faites dans cette primaire ? D'une part, je participe à cette primaire parce que j'ai le meilleur CV politique de France. J'ai été nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France. Je détiens le trophée de l'emploi remis par le ministre des PME. J'ai écrit 14 livres sur l'écologie, dont 3 préfacés par Albert Jacquard. L214 me note comme l'homme politique le meilleur en termes de protection animale. Et l'an dernier, au municipal de Nice, j'étais la seule liste écologiste de France à être soutenue par tous les partis écologistes français. D'autre part, je suis écologiste centriste, donc je parle à tout l'électorat écologiste, de gauche, du centre et de droite, aussi à ceux qui ne sont pas écologistes, parce qu'un meilleur air, une meilleure eau, une meilleure alimentation, ça concerne tous les Français. Et enfin, dans mes livres, j'ai démontré que l'écologie est un projet de société complet. J'en ai ras-le-bol qu'on me dise, qu'on me parle de lumière dans une grotte, ou qu'on me parle que l'écologie c'est le solaire. L'écologie c'est la pensée politique du XXIe siècle et elle résout tous les problèmes, nous le montrerons aujourd'hui. Petite question complémentaire, est-ce que vous vous engagez cette fois à soutenir le vainqueur de cette primaire ?
Ben effectivement, un écologiste respecte sa parole et nous avons dit que nous soutiendrons effectivement le vainqueur. Maintenant, il faut se dire la vérité. Il y a parfois quelques différences entre nous. Moi, je suis là, je représente l'écologie au centre. Sandrine Rousseau, par exemple, est là, elle représente la gauche, mais la gauche. Et par conséquent, après qu'on connaîtra le vainqueur ou la vainqueur, il faudra qu'on se pose la question. Si je gagne Attention, donc c'est pas automatique. C'est pas automatique pour vous. Il est automatique qu'on respecte notre parole et qu'on va effectivement soutenir le vainqueur, mais ça n'interdit pas d'être intelligent et de se parler une fois qu'on connaîtra le ou la vainqueur. Mais soyons clairs. Si je gagne la primaire et que Sandrine Rousseau me soutient, ça me porte préjudice. Si elle gagne la primaire et que je la soutiens, je lui porte préjudice. Il y a de telles différences sur la ligne politique. Vous n'avez et pas quelquefois sur l'impression de le programme. torpiller l'exercice là quand même? Excusez-moi? Vous n'avez pas l'impression de torpiller l'exercice d'emblée en disant quel que soit le résultat, peut-être je m'y plierai pas? Pas du tout. Je soutiendrai le ou la vainqueur et j'espère être celui-là. Mais selon le ou la vainqueur, l'intérêt de l'écologie politique qui doit gagner en 2022 pour éviter Le Pen-Macron, il faut qu'il y ait une cohérence dans la ligne politique et dans le projet politique. D'accord, alors on a compris que c'était pas gagné. Alors moi, ma question s'adresse à Sandrine Rousseau. Sandrine, bonjour à tous d'abord. Sandrine Rousseau, vous vous définissez comme écoféministe en guerre contre le patriarcat. Vous vous présentez comme la candidate des minorités discriminées, vision qui encourage un peu les luttes communautaristes. Est-ce que vous croyez vraiment que ce positionnement convient pour une présidentielle qui se doit de rassembler ? Alors comme ça a été dit dans la présentation, je suis économiste, je suis vice-présidente de l'Université de Lille, j'ai été porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et si je me présente à cette présidentielle, à cette primaire pour la présidentielle, c'est pour une raison assez simple en fait, et que je vais poser ici assez calmement. Et quand j'entends mon collègue Jean-Marc Governatori, je me dis qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. C'est en fait que mon humiliation a des limites. Et cette humiliation... Quelle est-elle? Cette humiliation, ça a été quand Emmanuel Macron, le président de la République, a balayé d'un revers de main le mouvement de milliers de femmes, dont je faisais partie, qui luttaient contre les violences sexistes en nommant à la tête de la police un ministre lui-même accusé de viol. Vous parlez de Et je vais vous dire que cette humiliation que j'ai subie moi, que nous avons subie, fait en fait écho à l'humiliation de millions de Français et de Françaises qui vivent un racisme systémique, qui vivent des violences et qui vivent des discriminations, qui vivent une inégalité et qui vivent aussi cette espèce d'arrogance du pouvoir. Alors je vous le dis, oui, on va changer le récit de cette campagne présidentielle. Humiliations en communauté. Si je me résume bien, les femmes. Il n'y a pas de communauté. Il y a juste une société française avec des citoyens et des citoyennes françaises qui ne subissent pas la même chose selon leur couleur de peau, selon leur sexe, selon la manière dont ils sont valides ou si leur corps est en situation de handicap. Et en fait, ça, c'est inadmissible. Et je vous le dis, selon leur sexualité, ces discriminations-là, aujourd'hui, au XXIe siècle, sont inadmissibles. Et en fait, ça n'est pas une option dans un projet politique. C'est profondément au cœur de la transformation écologique. Parce que si on ne change pas la structure du pouvoir et la structure de notre société, on ne changera pas notre manière de consommer et notre manière de produire. Et donc voilà, la question écologique et la question sociétale et sociale sont intimement liées et c'est ce que je porte dans cette primaire. Éric Piolle, vous avez été réélu à la mairie de Grenoble, ça a été dit dans la présentation lors des dernières municipales, très facilement. Mais si on regarde les sondages, nationalement, l'écologie politique que vous portez suscite assez peu d'engouement. Qu'est-ce qui ne prend pas entre vous et les Français ? C'est une façon étonnante de poser la question, d'aborder cela par des sondages. D'abord, je crois que c'est un temps aujourd'hui extrêmement fort parce que pour la première fois, la question se pose d'avoir une présidence écologiste en France. Et ça, je crois que c'est réjouissant. C'est réjouissant parce que nous sortons là de 40 années d'impuissance pour les générations qui sont la mienne et les suivantes. Nous n'avons connu que la crise, le chômage, le sida, les dérèglements climatiques, la crise sanitaire avec le Covid. Et l'écologie est aujourd'hui l'espoir de trouver un chemin qui corresponde à la fois à notre vie quotidienne et à nos aspirations les plus profondes. Mais vous ne répondez pas à ma question. Alors, vous dites j'appliquerai ce que je fais à Grenoble à la France. Visiblement, les Français ils sont peu sensibles. Donc pourquoi? C'est ça ma question. Non, la question des sondages, c'est que, vous voyez, à 3 semaines des sondages des primaires de 2016, Manuel Valls était quasiment à 50% et Alain Juppé aussi. Donc la question de la notoriété aujourd'hui, la notoriété s'acquiert.
en l'espace de quelques semaines. Il vous reste quelques jours. Ce qui s'acquiert en quelques semaines. Et ce qui est important, c'est l'expérience, la façon dont on porte un message pour la France. Un message qui dépasse aujourd'hui, qui nous permet de nous fédérer, à la fois de faire ce qu'il faut faire en France, mais aussi de retrouver une place sur la scène internationale, un respect par le fait que nous soyons cohérents et qu'il n'y ait plus cette dichotomie entre le discours et les actes. C'est là, ce chemin-là que je propose aux Françaises et aux Français. Et le seul vrai sondage, c'est le 20 septembre. François Stressoz. Alors justement, Yannick Jadot, vous avez créé la surprise en rassemblant sur votre nom plus de 3 millions de voix aux élections européennes de 2019. On connaît la logique des primaires vertes. On parle d'abord aux militants, au risque de décourager un large public. Ça a été notamment le cas en 2011, lorsque Eva Joly a été préférée à Nicolas Hulot. Est-ce que cela ne vous va pas être la même chose cette fois-ci? Vous qui prônez une écologie ouverte et majoritaire, pourquoi prenez-vous le risque de vous rétrécir dans une primaire qui, à ce jour, au fond, ne rassemble que 35 000 votants? 35 000 votants aujourd'hui, juste avant le débat que nous avons. Et je ne doute pas qu'au regard de l'audience de France Inter, de France Info, les électrices et les électeurs de cette primaire vont se mobiliser. Et je m'adresse aux Françaises et aux Français qui nous regardent, qui nous écoutent. On est toutes et tous concernés par la situation écologique. Moi, j'étais il y a quelques jours sur la plaine des Morts, dans le Var, avec les victimes des méga-feux en Grèce, à Liège. Personne ne s'attendait à être aussi vite percuté par le dérèglement climatique. Et donc, nous sommes toutes et tous concernés. Donc, moi, j'appelle les Françaises et les Français à s'emparer de cette primaire, à s'emparer de l'écologie. Je l'ai dit, les écologistes, nous sommes toujours aux côtés des victimes de la pollution de l'air, de la malbouffe, du dérèglement climatique, des inégalités sociales ou des discriminations. Mais nous sommes aussi, et vous avez raison de soulever cette perspective, nous sommes aussi aux côtés de celles et de ceux qui, dans les fermes, dans les centres de recherche, dans les entreprises, dans les services publics, dans les associations, sont en train d'inventer, d'innover, d'agir, de construire la société dont on a besoin, qui est une société à la fois innovante, apaisée et solidaire. Et c'est ça que nous portons. Nous portons une grande réconciliation nationale autour de cette écologie qui est le seul logiciel qui nous permet d'affronter le futur avec un peu de sérénité. Juste une petite question, société apaisée, alors que Sandrine Rousseau disait tout à l'heure qu'elle était là pour venger des humiliations successives. Non, j'ai pas dit venger. Non, j'ai pas dit venger. J'ai pas dit venger, j'ai juste dit que c'était pas possible d'humilier les personnes, en fait. Non, alors, mais vous avez justifié votre candidature et vous l'avez motivée au nom de cela. Est-ce que cette candidature, cette façon d'aborder les choses de la présidentielle, vous la partagez? Nous pouvons avoir des approches différentes de l'écologie. Moi, je ne participerai pas à nous abîmer collectivement avec une primaire où les phrases assassines, les guerres pricocolines prendraient le dessus. Je pense que nous devons être à la hauteur des défis qui sont devant nous. Notre pays est tendu. Certains à l'extrême droite, à droite et y compris au sein du gouvernement, agitent les peurs, agitent les paniques identitaires, veulent diviser en permanence les Françaises et les Français. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous, écologistes, nous allons gagner l'élection présidentielle en rassemblant les Françaises et les Français autour d'un beau projet. Alors Delphine Batho, vous avez un positionnement assez original et on se demande si vous avez quand même un problème de crédibilité. On vous a connu aux côtés de Ségolène Royal, on vous a connu ministre de François Hollande, Thomas Negaroff le rappelait tout à l'heure. Est-ce que finalement maintenant on peut comprendre que vous êtes devenu une écolo radicale? Ce qui est radical, c'est la gravité de l'urgence écologique dans laquelle nous sommes. Ce qui est radical, c'est que notre société, notre civilisation va dans le mur, que les catastrophes qui se sont accumulées cet été étaient en réalité annoncées depuis des décennies dans les rapports du GIEC, et qu'il y a un nouveau rapport du GIEC qui a été publié le 9 août, qui nous dit que nous avons une décennie pour agir, pour espérer limiter le réchauffement climatique et garder une planète au mieux possible habitable en sécurité pour l'espèce humaine. Ce qui est radical, c'est l'effondrement de 85% des populations d'insectes, d'un tiers des oiseaux des champs. Donc oui, nous sommes dans une situation d'urgence dont il faut tirer les conclusions et le débat de la primaire
le choix de la primaire n'est pas une question de personne ou d'individu. Yannick, dans son intervention, a très bien résumé ce qui, selon moi, est le choix de la primaire. C'est-à-dire un choix soit de la décroissance, le chemin que je propose, soit le choix de l'accompagnement ou de la rectification de la croissance économique qui est à mes yeux une voie sans issue, qui ne donnera pas les résultats à la hauteur de l'urgence écologique dans laquelle nous sommes et qui ne donnera pas non plus aux écologistes une dynamique politique en capacité de gagner. Parce que la croissance économique et l'obsession de la croissance économique est ce qui est opposé depuis des décennies à toute décision pour le climat, pour le vivant, pour la santé. Et que ce logiciel-là est épuisé, que les Françaises et les Français n'y croient plus. Donc à mes yeux, le vote de la primaire est un vote pour ou contre. Et vous n'avez pas peur de faire peur, je me répète. Ce qui doit nous faire peur aujourd'hui, c'est l'impuissance à agir face aux événements dont j'ai rappelé les conséquences. Quand vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, cette semaine à New York, quand vous voyez, par exemple, que la récolte française dans le secteur viticole cette année est amputée de 30%. Ce qui doit nous faire peur, c'est ça. Et la décroissance, c'est quoi? C'est le fait de baser toutes les... C'est pas la récession, la décroissance. C'est le fait de baser toutes les décisions sur la recherche d'un équilibre entre les nécessités humaines et les nécessités de la préservation du climat, de la préservation du vivant, de la santé. Et donc c'est une nouvelle conception du bien-être qui passe par la priorité à l'alimentation, à la santé, à la qualité de vie et non plus la priorité au bilan comptable. Alors on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup de tout ça. Cette première partie, on voulait essayer de mieux vous comprendre. La question qui était posée, c'était la question de la légitimité. Je vais poser la question beaucoup plus directement. Est-ce que vous regrettez d'avoir été la ministre de l'écologie de François Hollande? C'était ça. Moi, j'assume mon parcours. Et si votre question est de souligner que je suis une femme venue d'ailleurs qui a choisi de rejoindre l'écologie politique, oui, en effet, je suis une femme venue d'ailleurs. Je suis comme Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques, députée, qui rejoint aujourd'hui le combat de l'écologie politique. Je suis comme l'ancienne ministre Dominique Bertinotti, le député Hubert Julien Laferrière, William Aucan ou Guy Kulitza, membre de la Convention citoyenne pour le climat, et de tant de citoyennes et de citoyens qui aujourd'hui rejoignent le combat de l'écologie politique. Et le sens de ma candidature est effectivement de vouloir élargir, de vouloir faire grandir l'écologie politique pour qu'elle soit en capacité de diriger la France. France Inter. #Question Paul. Allez, on va continuer d'avancer dans ce débat de la primaire écologiste et j'aimerais pour cela vous faire écouter quelqu'un que vous connaissez tous à mon avis très bien ici, qui vous connaît aussi très bien, c'est Daniel Cohn-Bendit, il y a quelques jours à la fin du mois d'août. Un parti traditionnel, il a un programme, il dit votez pour nous et tout ira bien. Et les Verts, s'ils sont sincères, il dit votez pour nous et tout sera très compliqué. Il y a des sourires dans la salle. Yannick Jadot, est-ce que c'est à vous qu'il parle, à votre copain Dany? On est un peu loin de l'écologie positive, optimiste que vous défendez, que vous avez défendu même tout à l'heure. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que la radicalité de l'écologie aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle. Je lui réponds qu'il est incontestable que nous aurons toutes et tous à faire des efforts. Parce que ce qui nous arrive, on l'a vu cet été, il n'y a pas une journée où on découvre un endroit du monde qui n'est pas percuté avec ses victimes. Et donc il va falloir faire des efforts. Il va falloir les anticiper, il va falloir les organiser. Tout ce que nous portons, c'est évidemment l'idée que dans l'économie, c'est l'idée que dans les services publics, c'est l'idée que dans la société, nous allons imposer un certain nombre de règles qui nous permettront d'engager ces ruptures. Typiquement, quand je propose que chaque euro d'argent public soit conditionné au climat, à la justice sociale et à l'égalité femmes-hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus question que l'État ou les collectivités locales mettent de l'argent public dans des entreprises qui continuent d'aller vers les énergies fossiles plutôt que de choisir l'isolation des bâtiments comme les énergies renouvelables. De la même façon, on est en France le seul pays européen où, quand vous utilisez des pesticides dans l'agriculture,
vous touchez plus d'aides publiques que quand vous faites de l'agriculture biologique. Eh bien, il va falloir organiser la sortie des pesticides, il va falloir organiser, et moi je veux que ça aille très très vite, le jour où on arrive, l'interdiction de l'élevage industriel, notamment de l'élevage en cage, c'est de la souffrance animale, c'est de la disparition des paysans, et c'est un impact. Mais pour reprendre ce que disait juste Daniel Cohn-Bendit, ça peut se faire tout cela sans douleur? Mais j'ai dit qu'il va falloir faire des efforts. Non, mais j'ai dit qu'il va falloir des efforts. Mais là où nous avons un impératif, et je crois que nous le défendons toutes et tous, c'est que ça doit se faire dans la justice sociale. Non seulement il faut qu'évidemment on combatte les inégalités structurelles de notre pays, inégalités sociales, de revenus, de patrimoine, inégalités scolaires dans ce moment de rentrée, inégalités à tous les étages. Nous devons aider celles et ceux qui sont les plus démunis. Je propose un revenu citoyen. Je propose qu'à travers toutes les économies que nous portons, ça dégage une forme de 13e mois à la fin de l'année qui sont des économies, donc l'équivalent d'un 13e mois. Mais il va falloir aussi qu'on fixe un cap. Mais vous savez, on ne peut pas transiger avec le climat aujourd'hui, on ne peut pas transiger avec la biodiversité. Et donc, comme il va falloir aller très très vite, comme il va falloir aller très très fort, il va falloir emmener toute la société. C'est pour ça que c'est aussi important de discuter avec les agriculteurs. On ne changera pas l'agriculture sans les agriculteurs. On ne changera pas la pêche sans les pêcheurs. On ne changera pas l'économie sans les entreprises. Alors accompagnons toutes celles et tous ceux qui vont dans le bon sens aujourd'hui et extirpons les lobbies de l'alimentation, de la santé, de l'environnement, parce qu'ils nous empêchent d'avancer. Françoise. Vous avez quand même pointé le gros accident du quinquennat, c'est-à-dire l'accident sur la taxe carbone. Et ce qu'on a vu aussi, c'est la difficulté pour ceux qui déjà sont au plus près de leur argent et de leurs revenus, de dire on va vers un modèle où au fond il y aura moins de croissance et la décroissance. Delphine Batho, est-ce que vous ne craignez pas au fond de faire peur à ces gens qui déjà la vivent, la décroissance d'une certaine façon? Ils sont surtout victimes de l'obsession pour la croissance économique. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le consumérisme, le productivisme, la malbouffe, les délocalisations, les licenciements? C'est l'obsession pour la croissance économique. Par rapport à votre question, moi je ne suis pas favorable à l'augmentation de la taxe carbone. Notre gouvernement devra être jugé sur l'amélioration de la qualité de vie des gens, et en fait la décroissance c'est une politique de qualité de vie des gens. Mais ça veut dire quoi? Très concrètement, en fait, on a du mal à l'imaginer. Très concrètement, aujourd'hui, le budget de la nation, il est basé sur un indicateur qui est la boussole, qui est l'obsession pour la croissance du PIB. Un certain nombre de nations, et je propose que la France fasse ce choix, doivent désormais baser leur politique publique sur d'autres objectifs. La pleine santé, la lutte contre la pauvreté, le niveau d'éducation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la régénération de la biodiversité. C'est ça, en fait, une politique de décroissance et elle améliore le bien-être humain. D'autre part, la décroissance, elle est déjà aujourd'hui en mouvement dans la société française. Quand les gens font le choix des circuits courts, quand les gens font le choix de l'alimentation bio, quand les gens font le choix de la vélorussion, c'est-à-dire de se rendre au vélo en travail. Tous ceux qui ont la possibilité et au fond que ça ne prive pas de faire ce choix-là. Mais comment vous convainquez les autres ? Il n'est pas question, il y a quelque chose de biaisé dans votre question que je comprends bien parce que nous sommes tous imprégnés du logiciel des 30 Glorieuses. Croissance égale augmentation des richesses égale meilleure redistribution. Ce logiciel-là, il est faux depuis 20 ans, 30 ans dans la société française. C'est exactement l'inverse qui se passe. Croissance égale inégalité, égale augmentation de la dette, égale politique d'austérité, égale appauvrissement de l'État, égale démantèlement des services publics. Et il faut donc sortir de ce logiciel et les écologistes aux responsabilités ne pourront pas conduire le changement et la transformation écologique avec la boussole du PIB comme indicateur. C'est strictement impossible parce que l'augmentation du PIB égale augmentation des émissions de gaz à effet de serre égale augmentation de la destruction de la nature. Juste un mot du maître des horloges. Il y a beaucoup de retard pour Jean-Marc Governatori, Éric Piolle surtout et Sandrine Rousseau également. On va leur donner la parole. Alors Jean-Marc Governatori, on va répondre un tout petit peu à ce qu'a dit Delphine Batho. Vous avez été chef d'entreprise, vous avez dit que vous aviez le meilleur CV en nombre de livres et en nombre d'écritures. Le meilleur CV politique, madame. Alors je continue. Est-ce que vous considérez que la décroissance c'est quelque chose de valide et est-ce que vous croyez que finalement la décroissance ne fait pas trinquer prioritairement les classes les plus populaires? Delphine Batho ne le pense pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut d'abord dire et rappeler
aux millions de personnes qui nous regardent et qui nous écoutent que ce dont on parle, c'est la survie de l'espèce humaine. Non, ça, et l'habitabilité, non mais c'est capital madame, et l'habitabilité de notre planète. On n'est pas sur le diagnostic, là, on est sur les solutions. Donc là, il est important de prendre les mesures adéquates, et quand certains vous disent que l'application d'une politique écologiste c'est compliqué, pourquoi aujourd'hui c'est pas compliqué, le chômage de masse, l'endettement abyssal, les prélèvements obligatoires records, c'est aujourd'hui la vie est compliquée. Donc moi je n'aurais pas employé, j'ai compris madame, moi je n'aurais pas employé le mot décroissance. Parce qu'effectivement, il est possible qu'il soit peu audible par les 10 millions de personnes qui doivent survivre sous le seuil de pauvreté, par la classe moyenne qui est surtaxée, etc. Je suis d'accord, mais il est incontestable que nous avons un devoir de revoir notre mode de vie. Parce que, je rappelle, survie espèce humaine et habitabilité de la planète. Et une politique écologiste, je l'ai démontré dans mes ouvrages, c'est le plein emploi. Une politique écologiste, c'est la santé totale. Une politique écologiste, c'est le droit à l'environnement. Une politique écologiste, c'est une agriculture bio accessible. Une politique écologiste, c'est la protection animale. Donc c'est du plaisir, c'est de la joie. Mais on est tous d'accord qu'il faut mieux qu'il fasse beau et qu'on soit pas malade. Juste comment vous faites? Mais comment on fait justement? Donc l'écologiste vous démontre que, par exemple, à travers l'éducation à la santé, à travers un meilleur air, à travers une alimentation bio accessible, eh bien vous construisez une meilleure santé dans le pays, madame. Donc tout ce que nous disons est factuel et construit, c'est pas des mots pour parler, quoi. Alors Éric Piolle, vous aussi vous êtes en retard au chronomètre, je me tourne vers vous. On reste quand même sur cette question. Comment on va réussir à emmener tout le monde sur le projet écologiste? Vous prétendez notamment, vous, Éric Piolle, savoir parler aux classes populaires. Vous vous sentez proche, vous l'avez dit, des Gilets jaunes. Mais est-ce que les Gilets jaunes, qui avaient refusé la taxe carbone, on ne l'a pas oublié, et qui voulaient aussi davantage de pouvoir d'achat pour pouvoir consommer, ne sont pas aux antipodes de ce que vous êtes en train de proposer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de les pousser vers l'extrême droite, vers le Rassemblement national, en faisant des propositions qui sont très loin de leurs préoccupations? Je pense qu'il ne faut pas caricaturer ce mouvement. Ce mouvement, c'était d'abord une réaction face à l'arrogance du pouvoir, ce mépris qu'on a retrouvé dans toutes les petites phrases d'Emmanuel Macron, traverser la rue et trouver du boulot, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. C'est une réaction à tout cela. Et au fait que cette taxe carbone allait peser sur eux et ne servait pas à la transition écolo. Là où on se retrouve avec des patrons de CAC 40 dont le salaire moyen est à 5 millions d'euros, donc ça veut dire qu'ils gagnent là, la personne qui est côte à côte, 300 fois plus que ceux qui travaillent pour eux. Et ça, c'est inadmissible. C'est ça, ce combat pour la justice sociale. Donc comment on les récupère, comment on les emmène? Revenir sur cette peur. La France est peur. A peur. J'ai tourné un peu partout en France, qu'on soit à Hasbrook, dans les Hauts-de-France, qu'on soit à Auray, en Bretagne, à Fontcouverte, dans l'Aude, ou à Marseille, là où j'étais vendredi. Évidemment, il y a une insécurité. Mais cette insécurité, elle n'est pas face à l'arrivée de potentiels écologistes au pouvoir. L'insécurité, elle est face à ce modèle social qui les broie et qui ne répond pas à la question du climat. Et donc c'est à cela qu'il faut répondre. Et donc l'enjeu, tout l'enjeu, c'est de proposer un chemin constructif, concret, qui partent du vécu, qui partent du quotidien, qui disent voilà où nous allons aller. Et c'est pour ça que nous avons travaillé depuis un an sur ce projet, transformer nos problèmes en emploi, secteur par secteur. On montre que nous pouvons baisser les gaz à effet de serre tout en créant 1,5 million d'emplois dans le mandat. Ça parle du quotidien, ça parle de la façon dont on se déplace, dont on s'alimente, mais également dont on produit, dont on répartit la valeur ajoutée. Et je rejoins Delphine sur cette nécessaire répartition à la base de la valeur ajoutée. De même que je rejoins totalement Sandrine dans cette lutte nécessaire maintenant pour l'égalité femmes-hommes, mais également contre les discriminations cumulées qui s'accumulent. Mais sur la taxe carbone, vous répondez pas. Les Gilets jaunes, vous leur dites quoi? Vous l'avez augmenté ou pas la taxe carbone? Aujourd'hui, la taxe carbone, ce qui est intéressant, c'est de la mettre à l'échelle européenne et de ne pas faire peser cette taxe carbone sur les ménages. C'est pas là que ça se passe. Donc une taxe carbone qui viendrait peser sur le chauffage et peser sur les moyens de subsistance des Français. L'année dernière, c'est 10 millions de personnes qui ont eu besoin d'aide alimentaire. L'année d'avant, avant le Covid, en 2019, c'est déjà 8 millions de personnes qui ont eu besoin d'aide alimentaire. Tout cela, vous leur dites quoi? Attention, si les écologistes arrivent au pouvoir, c'est la grande peur, peur pour l'insécurité, peur pour la vie économique. Ça veut dire que les 40 ans qui viennent de passer qui font peur. Ça veut dire que vous, Éric Piolle, président de la République de la France, au 25 avril prochain, vous allez voir les
partenaires européens et vous leur imposez la taxe carbone. Elle vient d'être discutée le 14 juillet avec des contours. Nous sommes exprimés, l'ensemble des écologistes se sont exprimés. Il faut arrêter les chipatouillages là en train de dire pouf pouf, les uns sont différents des autres. Nous partageons un diagnostic, nous partageons très largement les propositions. Donc nos différences, c'est la façon de s'adresser aux Français, c'est notre parcours, ce qu'il incarne. Et donc là, il faut arrêter ces chipatouillages. Nous avons des propositions concrètes et nous nous sommes exprimés conjointement, d'ailleurs à l'échelle européenne, sur le fait que nous étions favorables à certains pans de ce qui a été voté au niveau européen le 14 juillet et opposés à d'autres, et notamment la taxe carbone qui pèse sur les ménages. On doit enchaîner un petit peu parce que vous n'êtes pas que écologiste, vous avez vocation, ou du moins vous souhaitez être président de la République. Vous avez parlé tout à l'heure, Éric Piolle. C'est pas incompatible, hein. Vous avez bien compris que l'idée c'était que ce n'était pas incompatible. Il faut probablement avoir un spectre un peu large. Vous avez parlé d'insécurité sociale, Éric Piolle. Il y a quelque chose, Sandrine Rousseau, qui est moins présent, c'est l'insécurité tout simplement, ou les problèmes de sécurité que peuvent ressentir les classes populaires. On a l'impression que c'est quelque chose que vous trouvez peut-être probablement trop à droite ou pas dans la vie quotidienne des gens. Et je voudrais également vous faire agir à la présence, à la manifestation du 19 mai, au rassemblement en soutien aux policiers. Delphine Bateau y était, Yannick Jadot y était, et vous y étiez. Ça a manifestement fait des vagues. Deux choses. Est-ce que la sécurité vous semble un sujet cardinal, essentiel dans la campagne? Et comment réagissez-vous par rapport à avec vos collègues? Sandrine Rousseau. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu m'exprimer sur l'économie parce que je suis quand même à peu près la seule économiste ici. Je vous rassure, J'avais quelque chose à dire sur la croissance et sur la taxe carbone. Il y aura une page économique spécifique. Mais bon, très bien. Juste, alors sur la sécurité aujourd'hui, en fait, on confond le maintien de l'ordre et le fait de garder la paix. C'est-à-dire que la police, les forces de police doivent garder la paix. Pourquoi? Parce que la police, dans une démocratie, représente la force légitime de l'État. Et donc, cette police doit être sous le contrôle démocratique. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas allée manifester à la manifestation des policiers. Et je sais que vous y êtes allés sans doute pour de bonnes raisons, mais moi, ce que je dis, c'est que je suis prête à travailler avec les policiers à leurs conditions de travail sans problème. Mais par contre, je ne peux pas être dans les revendications de ces policiers. Je ne peux pas soutenir les revendications de ces policiers, et particulièrement pas à côté de l'extrême droite qui a profité de cette manifestation pour faire son défilé. Ce que je veux dire aussi sur la sécurité... Français, moi. Je vous parle aussi des Français. Est-ce que vous considérez justement sur la sécurité, aujourd'hui on est passé, et on l'a vu d'ailleurs dans les quartiers nord de Marseille quand le président de la République est allé faire sa visite. On est passé d'une espèce de police de cow-boy, d'une police de proximité à une police de cow-boy qui arrive, qui vient en masse, qui fait des opérations, qui prend des gens et puis qui ressort des quartiers, et dès que l'opération est terminée, eh bien il n'y a pas de Kalachnikov, on ne peut pas y aller avec un pistolet à eau. Non mais justement, c'est parce qu'on aura un maillage très fin de la police. C'est parce qu'on aura une police de proximité, une police qui soit dans les quartiers, qui soit installée dans les quartiers, qui connaisse la population de tout le monde. C'est exactement ce qui a été fait en Allemagne, c'est exactement ce qui a été fait en Grande-Bretagne. Et cette police, qui est une police de complicité et de maintien d'une paix dans un espace donné, eh bien cette police-là aujourd'hui nous manque parce qu'on ne peut pas faire juste des opérations de communication autour de la sécurité. C'est bien trop important, et que la sécurité ne se gère pas à coup de déclarations. Donc là, il nous faut réinvestir dans la sécurité, mais réinvestir dans une désescalade de la violence de la sécurité, et dire aussi aux policiers que précisément parce qu'ils ont la légitimité de la force publique, eh bien ils doivent être exemplaires. Et c'est pour cela que dans les réformes qu'il y a à mener, ça n'est pas la seule, mais il va falloir sortir l'IGPN de la police pour qu'elle soit totalement indépendante des forces de l'ordre, et que comme ça, quand il y a une bavure, parce qu'évidemment, on ne peut pas garantir qu'il n'y ait jamais de bavure, mais quand il y en a une, alors il y a une enquête objective, indépendante, qui soit menée, et c'est aussi ça, le fait de garder la paix dans une société. La police, juste en un mot, est aussi responsable de l'insécurité ? Ah non, la police est là pour, quand elle arrive en masse, en fait, elle tend les situations sur le territoire. Et c'est ça qu'il nous faut changer, c'est-à-dire retrouver la confiance avec la police. Aujourd'hui, il y a nombre de Français et de Françaises qui n'ont plus confiance dans la police. Et notamment quand elles subissent, par exemple, des contrôles au faciès de manière permanente. Ça fait partie des batailles perdues de la gauche, que de ne pas avoir renoncé à ces contrôles au faciès qui sont à la fois humiliants, j'y reviens, mais qui en plus coupent le lien de confiance entre la police et la population. Jean-Marc Governatori. Je veux rappeler à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que si cette nuit
99% des Français ont dormi tranquillement, c'est parce qu'il y a une police, une gendarmerie et des magistrats. Donc ça, c'est un élément important, c'est ma première remarque. Ma seconde remarque, j'en ai ras-le-bol que LR, LREM et le PS nous donnent des leçons à nous écologistes en termes de sécurité des biens et des personnes. Je rappelle que sur leur gouvernance, et ça n'a pas changé, c'est 10 000 crimes et délits par jour en France. Vous vous rendez compte, recensés, 10 000 crimes et délits par jour en France. Et ils vont nous donner des leçons ? C'est incroyable. Quand la loi Dupond-Moretti s'aperçoit maintenant, en 2021, avec M. Macron, que le délai pour juger un délinquant, c'est 18 mois, et qu'ils sont fiers de le passer de 10 jours à 3 mois, et qu'ils vont le juger au bout de 6 mois, c'est grave. Le problème, il est là. Le problème, c'est la certitude de la peine, la rapidité de la peine, et puis que les choses se passent. Et puis, on a créé une société violente. À partir du moment où vous construisez une société sur le productivisme et sur le consumérisme, vous créez potentiellement des violences. France Inter. Question politique. Débat de la primaire écologiste. Allez, on avance dans ce débat de la primaire écologiste. Vous vouliez beaucoup prendre la parole, vous l'avez encore pour un bon moment. On va maintenant ouvrir une page consacrée à votre vision de notre modèle républicain. C'est un enjeu fondamental, évidemment, quand on vise la présidence de la République, ce qui est votre cas tous les 5. Vous faites tous le constat d'une société fracturée, fragmentée, avec des termes différents, mais c'est l'idée. Comment la réconcilier? Voilà une question que les Français se posent. Jean-Marc Governatori, je reprends la parole avec vous. On a beaucoup parlé ce week-end d'un de vos tweets, c'est peut-être l'objectif d'ailleurs aussi. Vous vous y opposez au blasphème, la critique de la religion. Vous dites, selon vous, c'est pas un droit, c'est une insulte. Une insulte qui va stigmatiser une partie des musulmans de ce pays et du reste du monde. Est-ce que ça veut dire que personnellement, vous, Jean-Marc Governatori, vous n'êtes pas mis là, cette jeune fille harcelée pour avoir critiqué l'islam, ou que vous, Jean-Marc Governatori, vous n'êtes pas favorable à la publication, par exemple, des caricatures de Mahomet dans la presse française? Ce qui est important, monsieur, c'est le rôle du président. Pour moi, le président, il est là pour apaiser, il n'est pas là pour exciter. D'autre part, le président, il est là pour protéger, il n'est pas là pour mettre en danger. Le fait est qu'en France, il y a des fous de Dieu. Et on ne peut pas mettre des policiers partout. Donc, lorsque le président de la République, d'un grand pays laïque comme nous, et la laïcité, c'est une des grandes valeurs de la France, il fait un discours à Beyrouth, dont le le 2 droit du septembre blasphème 2020, est un pilier. Pour dire allez, on peut blasphémer, je n'accepte pas. Je suis tout à fait d'accord sur la liberté d'expression, bien sûr, j'ai pas de problème avec ça, mais le président, il doit se rappeler qu'on est un pays laïque, il doit rester dans son rôle, et c'est pas la peine d'exciter certaines personnes. L'important, c'est que nous vivions en paix. Mon 15e livre, d'ailleurs, s'appellera Écologie égale paix. Et je pense que nous avons besoin de pacifier et que insister là-dessus, ça ne crée pas la paix, ça crée des problèmes. Yannick Jadot, vous êtes d'accord avec cette position? Et Sandrine Rousseau ensuite. Le rôle du président, c'est d'être le garant des institutions et de l'état de droit. C'est pas de décider pour les institutions et pour l'état de droit. Dans notre état de droit, dans la démocratie, on reconnaît le droit au blasphème. On reconnaît la liberté d'expression et je pense il est absolument essentiel de défendre le droit au blasphème. On est quand même, s'ouvre le procès de ceux qui ont commis les attentats en 2015 à Paris, Stade de France, dans les rues de Paris, au Bataclan. Il me paraît absolument essentiel de rappeler que la façon dont nous vivons, le fait de défendre une société ouverte, où s'expriment des avis qui ne sont pas forcément les siens. La démocratie, ça n'est pas d'interdire ce avec quoi on n'est pas d'accord. La démocratie, c'est à partir du moment où la liberté collective est garantie, défendue, à partir de là, peuvent s'exprimer des avis divergents. Donc moi, je défends le droit au blasphème. Et à la caricature. Évidemment, puisque la caricature... Et le propre de la caricature dont on parle est un blasphème. Delphine Batho, le droit au blasphème est effectivement au cœur de notre modèle de laïcité à la française. On a lu une formule dans vos propos qui fait mouche. Vous vous présentez comme la candidate 100% laïque. Alors je voulais savoir pourquoi vous disiez ça. Est-ce que vous avez un doute sur le degré de laïcité de vos partenaires? Non, je dis ce que je suis et ce qu'il me semble que l'écologie doit incarner
dans la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire une écologie ancrée dans les valeurs républicaines. Parce qu'effectivement, vouloir diriger la France, c'est vouloir assumer la protection du pays, c'est aussi porter ses valeurs. Et les valeurs républicaines, aujourd'hui, on est dans une situation où la République est quand même profondément inachevée. Il y a du sexisme, il y a du racisme, il y a des discriminations, donc il y a beaucoup d'injustices à combattre et c'est, à mes yeux, en remettant la République en mouvement vers un nouvel horizon qui est celui de l'écologie, celui de la décroissance, que le pays se rassemble et arrête d'être miné par des divisions. La laïcité, pour moi, je ne la sépare pas du féminisme. La laïcité dans notre pays aujourd'hui est attaquée et donc doit être défendue, doit être expliquée, il doit y avoir aussi une éducation populaire à la laïcité, en particulier en direction de la jeunesse. Sandrine Rousseau, on vous a pas donné la parole quand on aurait dit, on vous la donne maintenant. Je fais juste une toute petite précision. Quand on lit votre programme, on a l'impression que notre modèle républicain universaliste est quelque peu battu en brèche parce que vous parlez des femmes, des racisés. Est-ce que vous considérez que l'universalisme c'est quelque chose de pas bien, que c'est pernicieux et en clair, et après Éric Piolle nous répondra et Annick Jadot, est-ce qu'il n'y aurait pas deux types de verres irréconciliables? Je rappelle que Manuel Valls l'avait dit à propos de la gauche en considérant qu'il y avait effectivement deux groupes qui n'avaient pas les mêmes rapports avec la République. Aujourd'hui, l'universalisme est l'objectif que l'on doit atteindre, mais ça n'est pas la situation dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que selon que vous êtes gay ou lesbienne, vous avez un risque de suicide qui est extrêmement important lié aux discriminations que vous subissez. Selon que vous êtes blanc ou noir, vous n'avez pas la même fréquence de contrôle de la police. Et donc en fait, l'universalisme, quand on le pose aujourd'hui comme existant en France, on se voile sur la réalité des discriminations qui existent. Et oui, l'universalisme est mon objectif. Par contre, oui, c'est aussi mon objectif que de regarder en face l'état de la société actuellement et de faire en sorte que les inégalités qui existent diminuent. Je voudrais revenir sur le droit au blasphème. Parce que le droit au blasphème, ça ne se discute pas en fait. Ça ne se discute pas. C'est un des fondements de notre République. Et par ailleurs, ça a joué un rôle tout à fait considérable dans notre histoire et notamment dans notre émancipation de l'Église. Et donc, il n'y a même pas de débat. Et je regrette vraiment qu'on ait ce débat-là au sein de ce débat parce que vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On a le droit de faire des caricatures, on a le droit de se moquer de tout et de tout et de toutes les religions. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que l'on est libre en tant que citoyen. Mais la France, tout à l'heure, ça vaut le coup parce que vous n'avez pas exactement les mêmes propos que Jean-Marc. Oui, mais je le regrette. Là, vraiment, on ne vous a pas entendu sur ce sujet-là. Oui. Qu'est-ce que vous pour ou contre, vous vous situez plutôt du côté de Jean-Marc Governatori ou de Sandrine Rousseau? De Sandrine, de Yannick, de Delphine. Vous avez vu qu'elle a un consensus. C'est juste la loi en France. Le blasphème est légal. Ce qui est une infraction à la loi, c'est les attaques, les discriminations contre des personnes au nom de leur religion. Donc le blasphème contre une religion est autorisé et discriminer des gens contre du fait de leur religion, ça c'est interdit. Et il faut souligner, là, moi je suis vraiment en colère de tous ceux qui utilisent la laïcité aujourd'hui comme vecteur de discrimination. La laïcité, c'est quoi? Qui Regardez les dernières images du ministre de l'Éducation nationale sur la laïcité. Vous parlez de la campagne. Vous parlez de la campagne. Incroyable de ce que n'est pas la laïcité. Est-ce que vous pouvez expliquer parce que c'est pas clair pour les gens qui nous écoutent ou nous regardent. Grosso modo, l'affiche, c'est que Mustapha et Julie soient ensemble dans l'eau. C'est ça la laïcité. La réponse est non. Pas c'est ça la laïcité, c'est simplement une façon de montrer qu'on peut être différent. Une affectation en fonction des prénoms. Il y a une affectation de la religion. Et deux, ce qui fait que ces deux enfants sont dans l'eau, c'est la piscine, c'est pas la laïcité. La piscine fait partie d'un visuel parmi une quarantaine. Oui, tous, je crois qu'il n'y en a qu'un qui est effectivement relatif à la laïcité. Tous, ce sont des assignations qui sont totalement erronées sur les textes. Et moi, je suis très en colère de tous ceux qui se servent de la laïcité aujourd'hui, dont, effectivement, Manuel Valls a été un des premiers vecteurs, de tous ceux qui se servent de cela pour opposer les Françaises et les Français. Qu'est-ce qui, sur le fond, vous choque? Vous considérez que leurs arrière-pensées sont quoi?
sont malsaines. Je pense qu'ils ne savent plus ce qu'est la laïcité. Je pense que faire de nouvelles lois quand on n'applique pas les lois existantes, c'est se foutre du monde. Je pense que la laïcité aujourd'hui, ce que je sens partout, c'est que les gens, évidemment qu'ils ont une spiritualité. Ils peuvent être croyants, non croyants, de différentes religions. La liberté de conscience est totale. La liberté d'exercice du culte est totale. Et par contre, personne ne peut vous forcer à exercer un culte. C'est ça la laïcité. Point barre. C'est la séparation des églises et de l'État. Et se servir de cela comme outil de discrimination, ça ne convient pas. Il faut lutter évidemment contre le retour du religieux en politique. Et il y a un islam politique qui pousse, qui cherche à amalgamer la religion, les modes de vie, la culture, la politique. Donc là, c'est une lutte qui, comme le disait Delphine, est une lutte d'éducation populaire et une lutte politique. Et c'est sur le champ politique qu'il faut mener cette cause. Et puis ensuite Karine Descartes. Ce qu'on sent quand même à gauche et qui fait débat, c'est au fond la vision que certains de vous peuvent avoir sur la République, le caractère universaliste. Et au fond, est-ce que pour certains d'entre vous, la défense du droit des minorités ne remet pas en cause ce modèle? Et est-ce que ça fait quand même débat chez vous? Non, l'universalisme est là. L'universalisme, il ne vient pas écraser les discriminations. Et donc, effectivement, si on est lesbienne, si on est aujourd'hui noir dans un quartier populaire avec un lieu de résidence qui n'est pas le bon, oui, on va subir des discriminations. Et l'universalisme ne vient pas écraser cela. Moi, je m'interroge quand même sur cette instrumentalisation de la laïcité, à un moment où on reprend l'école et où depuis 1 an et demi, on a une école dégradée, avec des enseignants et des enseignantes qui font leur maximum dans des conditions les pires, avec une réduction du nombre de postes d'enseignants et d'enseignantes, avec des inégalités scolaires qui explosent, avec des personnes qui font de leur mieux pour essayer de compenser ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, où on ne s'est jamais interrogé sur les conditions dans lesquelles vivaient les élèves et quelles étaient les conditions d'enseignement chez eux pour continuer à suivre les cours. On ne s'est jamais interrogé non plus sur les violences que subissaient ces élèves dans leur famille. Il n'y a pas eu un groupe de parole dans les lycées, il n'y a pas eu un groupe de parole dans les collèges, et là on nous balance tout de suite la laïcité. On vous balance pas. Vous considérez-vous que c'est un non-problème, c'est quelque chose qui est instrumentalisé, pour résumer? Complètement. Donc il n'y a pas de sujet. Il y a un problème, mais il est instrumentalisé. La laïcité, on a une loi de 1905 qui nous permet de régler le problème. En quoi aujourd'hui on a besoin de revoir cette loi? Cette loi, elle définit la distinction entre l'Église et les l'État. petites filles, vous qui êtes féministe accessoirement ou majoritairement, il n'y a pas de problème dans notre pays quelquefois avec le droit des femmes ou les droits des petites filles? Le droit des femmes doit être respecté, et en l'occurrence le droit des femmes. Le centre du droit des femmes, c'est de disposer de son corps. Et on ne fait pas de l'émancipation par de l'interdiction sur le corps des femmes. Pas plus sur des crop tops que des voiles. Et je le pose ici. Et oui, on peut s'interroger sur la montée de tel ou tel extrémisme, mais ça se gère par des politiques antiterroristes, ça se gère par des politiques de l'intérieur et de sécurité. Mais le corps des femmes leur appartient, et elles mettent exactement ce qu'elles veulent sur ce corps. Je voyais Delphine Batho lever les yeux au ciel et faire non avec la tête. Ça veut dire que le signe égal entre crop top et burkini, par exemple, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas? D'abord, dans l'assassinat de Samuel Paty, il y a des adolescents de 13, 14 et 15 ans qui sont mis en examen pour relation et participation à une entreprise terroriste. Parce qu'ils ont fait le guet, en fait, pour donner des renseignements à celui qui voulait venger le prophète. Nous avons aujourd'hui en France des jeunes femmes qui subissent la pression pour porter le voile dans les cités. Des mamans à la sortie de l'école qui se font prendre la tête. Pourquoi ta fille, elle met pas le voile? Et effectivement, moi, je considère que ces femmes doivent être protégées de ces pressions. Je considère qu'il y a un combat à mener contre le totalitarisme islamiste. Et je considère que la loi, par exemple, qui a interdit le foulard à l'école pour des filles qui sont mineures est une loi qui a contribué à l'émancipation des filles et à l'émancipation des femmes, comme le montre d'ailleurs le travail récent publié par Éric Morin. Sandrine Rousseau, vous président... Exactement tout ce qui vient d'être dit. Vous, présidente un mot, et après Jean-Marc Governatori. Sandrine Rousseau, présidente de la République, vous revenez sur la loi interdisant les signes religieux à l'école? Non, je ne reviens pas sur cette loi-là, parce qu'il s'agit de mineurs. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de doute sur le fait que le voile soit sexiste.
Voilà. Mais je n'ai pas non plus de doute sur le fait qu'on émancipe les femmes, puisqu'il s'agit bien d'émancipation des femmes, ici. Eh bien, l'émancipation des femmes, ça passe par l'accès aux services publics, ça passe par une éducation de qualité, ça passe par l'accès à des services culturels, et ça passe par une inclusion dans la société. Et c'est précisément ce que je porte dans mon programme, en disant que l'essentiel, là, est de réduire les inégalités et de faire en sorte que toutes ces femmes, le jour où elles veulent enlever le voile, eh bien, elles aient toute la possibilité de le faire et le soutien des pouvoirs publics pour le faire. Yannick Jadot, votre position sur tous ces sujets? On a une loi sur la laïcité, c'est un joyau de la République. C'est un joyau de la République parce que elle pose la neutralité de l'État vis-à-vis de la société. On peut croire ou ne pas croire. Elle pose l'impartialité de l'État et la neutralité des religions, évidemment, dans les services publics. Et elle pose un principe qui est extrêmement fort, qui est que personne ne peut vous forcer à croire ou à ne pas croire. Et que donc personne ne peut vous forcer à vous habiller contre votre volonté. Et donc c'est ça que nous devons absolument respecter. La laïcité de 1905 est une magnifique loi de la République qu'on doit respecter de manière très ferme. On va avancer un peu. Je veux juste rajouter un mot. Oui. Ces débats, probablement, ils vont être très présents dans la campagne présidentielle, probablement très présents sur CNews et ailleurs. On a un enjeu autour de la République, c'est de ne pas en faire un musée, une commémoration, et que la République, la laïcité, la citoyenneté, la démocratie ne soient pas une langue morte. Ce sont des mots d'une incroyable jeunesse. Ça doit être une audace, ça doit être un courage, ça doit être une conquête permanente. Et on le voit aujourd'hui dans les quartiers populaires, on le voit dans les zones rurales, dans les petites villes ou les moyennes villes. Il y a aujourd'hui l'État qui s'est trop souvent retiré de zones entières, de territoires entiers. Quand je propose un plan d'investissement de 50 milliards d'euros. Il y a la partie reconstruction, on en parlera tout à l'heure, mais il y a la partie réparation de notre pays. L'école, l'hôpital, le commissariat, le tribunal sont à l'os. Nous avons des sous-effectifs, nous avons une précarisation de nos services publics. Et on a vu dans cette période à quel point ces services publics, encore une fois, compensaient, répondaient à notre fragilité, à notre vulnérabilité. Et donc un grand sujet de la campagne de 2022, c'est bien plus la qualité de l'école, la qualité de notre santé, comment on soigne, mais surtout comment on évite de tomber malade. C'est évidemment la qualité des services de police, de gendarmerie, c'est renforcer la justice qui est en permanence montrée du doigt, y compris par le pouvoir en place. Et donc on devra réparer la société, et à partir du moment où vous réparez la société, vous avez un projet commun. Et quand vous avez un projet commun, quand on fait société ensemble, eh ben je peux vous dire que tous les communautarismes baissent de niveau, baissent d'ampleur et finalement s'éloignent du cœur de la République. Karine Bécard. Non, il faut faire réagir Jean-Marc Governatori qui réclame la parole depuis un petit moment sur les questions de laïcité. Quel est votre modèle républicain? Comment on fait rêver à nouveau autour de la République? D'une part, effectivement, Delphine a eu raison de citer Éric Morin, cet économiste qui a montré que les filles musulmanes, depuis qu'elles n'ont plus le voile, elles ont de meilleurs résultats scolaires. Donc effectivement, c'est notable. D'autre part, l'écologiste centriste que je suis remarque qu'il n'y a pas une laïcité de gauche ou une laïcité de droite. Il y a une laïcité tout court. Et que ce principe de laïcité est consubstantiel à notre devise, liberté, égalité, fraternité, et que, évidemment, dans l'article 1 de la Constitution de 58, c'est bien marqué que nous sommes une république indivisible, laïque. Voilà, et je rajouterai écologiste lorsque je serai président. Alors justement, avançons un peu et sortons un peu de la question de la laïcité sur laquelle on revient beaucoup, et vous êtes revenu vous-même alors que Yannick Jadot avait fait l'effort d'en sortir. Merci Yannick Jadot. Jean-Marc Governatori, juste, Yannick Jadot disait il faut faire à nouveau rêver la République, il faut remettre du service public. Ça fait aussi partie de vos priorités? Ah, complètement. Les fonctionnaires sont des éléments essentiels de la vie de notre société. Je regrette que notre pays se déséquilibre et devienne de plus en plus urbain et de moins en moins rural. Une des raisons, c'est le départ des services publics. Donc il est capital que la gouvernance écologiste rééquilibre les services publics sur tout le territoire de notre pays, bien sûr. Delphine Batho, sur cette question?
J'avais envie de réagir en disant, est-ce qu'on pourrait parler d'écologie? Alors, on va en parler après 13h. Évidemment, il y a un lien entre les deux, mais j'ai posé un débat important entre le choix de la décroissance ou celui de l'accompagnement et de la rectification de la croissance économique, et ça me paraît être le débat politique fondamental dans la primaire des écologistes. Et donc la question des services publics? Non, la question des services publics, elle est liée. Puisqu'en fait, les politiques d'austérité, la stratégie d'endettement en fait, qui a été celle de l'État depuis le premier choc pétrolier, la crise de 2008, 2009, etc., est directement liée à l'obsession pour la croissance économique. Donc vous voyez, il y a un lien entre ce qu'on subit aujourd'hui dans les territoires ruraux, comme celui dont je suis élu, dans les banlieues et partout en France, sur la diminution, l'appauvrissement de l'État, l'appauvrissement des services publics. Et effectivement, le projet écologiste consiste à reconstruire une puissance publique capable d'intervenir et capable d'améliorer la vie des gens. Mais on ne peut pas ignorer qu'au niveau des fonctionnaires, par exemple, voilà plus de 10 ans qu'on n'a pas revalorisé le point d'indice. Je rappelle qu'un fonctionnaire catégorie C, il gagne en moyenne 1800 nets par mois, que le fonctionnaire catégorie A, il gagne en moyenne 3200 nets par mois, et qu'il y a là quelque chose à faire pour les fonctionnaires de notre pays. On le fait malgré la dette face à laquelle on est aujourd'hui. C'est pas un problème. La gestion de la Covid par M. Macron a montré que la dette, il s'en fout, qu'il a été capable de dépenser sur 3 ans 424 milliards d'euros, donc, et que par ailleurs, quand vous donnez 1 euro à quelqu'un, il va le redépenser, surtout à ce niveau de salaire, et ça va faire entrer de la TVA, ça va faire travailler des personnes, donc ça ne pose aucun problème pour la dette de la France. Jean-Marc Governatori, merci d'avoir donné autant de chiffres. À mon tour d'en donner quelques-uns. Delphine Bateau. 8 minutes 15, Jean-Marc Governatori, 7 minutes 08, vous êtes un peu en retard, Eric Piolle 7,32, vous êtes aussi un peu en retard, Yannick Jadot, vous êtes en avance, 9 minutes 19 de parole, Sandrine Rousseau, dans la moyenne, 8 minutes 29, et ces questions de dette, ces questions économiques... Je suis pas sûr que ce soit un commentaire qui lui plaise. C'est en tout cas une réalité statistique. J'adore la moyenne. C'est en tout cas une réalité statistique. On va avancer sur les questions économiques après la pause de 13h. On voyait qu'il y a, les temps sont à peu près respectés. Vous êtes un peu en retard, certains un peu en avance, mais c'est la règle du jeu. On se retrouve donc après la pause de 13h. Dans quelques minutes, Alexandra Ben Saïd nous rejoindra pour les questions économiques. Mais pour leur place au journal, un journal écourté, présenté par Frédéric Barrère. France Inter. Questions politiques. Débat de la primaire écologiste. Écologistes, ils sont 5 et ils sont restés. Merci d'être restés pour la deuxième partie de ce débat. Delphine Bateau, Jean-Marc Governatori, Eric Piolle, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Et on a même été rejoint par quelqu'un, par Alexandra Ben Saïd. Bonjour Alexandra. Et si vous êtes là, c'est parce qu'on va parler économie. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, alors au printemps prochain, un ou une chef de l'État s'installera à l'Élysée et sur son bureau se trouvera le dossier nucléaire. Alors vous savez que Flamanville doit être terminé fin 2022, en tout cas c'est ce que dit EDF. Je me tourne vers vous, Sandrine Rousseau. Vous, présidente, que ferez-vous de ce chantier qui nous a déjà coûté au bas mot 12 milliards? Est-ce que vous allez mettre en service cette EPR? L'EPR, c'est vraiment Enfin, c'est une hérésie, c'est une absurdité. Et quand on me reproche de ne pas être rationnel, précisément, on était parti sur le coût de l'EPR à 3 milliards d'euros. On va arriver probablement à 19 milliards d'euros. Et la meilleure des décisions qu'on semble prendre, c'est de se dire qu'il nous en faut 6 de plus. Alors qu'il n'y en a pas une décision qui devrait être prise en effet par le futur chef de l'État. Donc là, on est typiquement dans une espèce d'enfermement idéologique et absolument non rationnel. Et en l'occurrence, là, il nous faut engager des fonds massifs sur la transition énergétique et sur les énergies renouvelables. Et tout l'argent que l'on va mettre dans les EPR ne peut pas servir à aller vers la sobriété, à aller vers l'efficacité énergétique des entreprises ou à aller vers l'investissement dans des énergies renouvelables. Donc non, pas d'EPR. Donc non, pas d'EPR. Et je pense que les pro-nucléaires vont encore me trouver sur Twitter assez rapidement. Mais non, on ne peut pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas continuer à se fermer les yeux et à imaginer que sans changer de modèle, juste en l'accélérant, on va résoudre les problèmes climatiques qui sont devant nous. Et je me permets, parce que là, depuis le début de ce débat, on parle extrêmement peu des questions environnementales. Et pourtant, tout l'été, on a eu des catastrophes majeures. Et j'aimerais qu'on en parle. La question, c'est quand est-ce qu'on prend conscience de l'urgence climatique dans laquelle nous sommes? C'est important quand même notre mix énergétique. C'est important de savoir si vous voulez. Ça fait partie des questions environnementales. Ça fait 40 ans qu'on vit avec l'énergie nucléaire. Donc j'aimerais savoir si vous tous, vous êtes pour la sortie du nucléaire. Et j'aimerais savoir
Je me tourne vers vous, Yannick Jadot. Je n'ai pas entendu de date butoir, je n'ai pas vu de calendrier pour ceux qui sont pour la sortie du nucléaire. Est-ce qu'il y en a une? L'Allemagne, par exemple, c'est très clair, c'est 2022. Nous sommes des écologistes responsables. Être responsable vis-à-vis du nucléaire, c'est s'organiser pour éviter la catastrophe. Il vous a pas échappé que il y a encore quelques années, on a eu l'accident de Fukushima dans un pays qui pensait qu'il n'y aurait jamais d'accident nucléaire. Il ne vous a pas échappé qu'on ne sait toujours pas quoi faire des déchets, et certainement pas de les enfouir comme on essaye de le faire à Buan. Il vous a pas échappé qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire coûte 2 fois plus cher. On parle de l'EPR. 2 fois plus cher que les énergies renouvelables. Donc vous êtes en pour la créant sortie moins d'emplois. Donc on en sort. Mais on en sort de manière responsable. C'est-à-dire que sur 15 ou 20 ans, il y a des scénarios très construits, notamment le scénario Négawatt, qui prévoit une sortie progressive du nucléaire. Mais comment on sort progressivement du nucléaire? On sort parce qu'on a investi dans l'efficacité énergétique. On a investi massivement pour avoir moins froid l'hiver dans nos logements et moins chaud l'été, être plus confortable et que nos enfants, c'est le cas de millions de Françaises et de Français, soient moins malades. On en sort, je finis. Parce qu'on va déployer des énergies renouvelables et franchement, dépendre du soleil, du vent, dépendre de la géothermie, dépendre de nos déchets, dépendre des énergies marines, c'est quand même mieux que de dépendre de Poutine, des pétromonarchies du Golfe ou de l'importation d'uranium du Niger. Donc c'est économiquement, socialement responsable et c'est franchement tellement plus joyeux dans notre société, tellement plus ancré sur nos territoires, avec des PME, des artisans, l'économie sociale et solidaire, que franchement, il ne peut pas y avoir rationnellement d'autres choix aujourd'hui. Jean-Marc Governatori, on entend les pro-nucléaires, et vous avez les pro-nucléaires et ceux qui s'inquiètent en fait, les ménages, les entreprises. Vous avez été chef d'entreprise. Les pro-nucléaires, ceux qui s'inquiètent, disent mais non, on va avoir une explosion des prix, la compétitivité des entreprises, on ne s'en sortira pas avec une énergie qui sera plus chère. Que leur répondez-vous? Et qui sera intermittente peut-être? Que le rôle du président, c'est de protéger, prévoir et agir. Et que toute source d'énergie a des inconvénients et des avantages. Et Yannick a tout à fait raison sur son analyse au niveau du nucléaire. Nous avons à sortir du nucléaire quand on pourra. Ça peut être 10 ans, ça peut être 30 ans, mais il faut enclencher le processus. Je rappelle qu'il y a plein de sources d'énergie qu'on peut utiliser, que sont la biomasse, la géothermie, le solaire, l'éolien, lorsque les habitants acceptent. Et surtout, effectivement, l'efficacité énergétique. Je rappelle que l'isolation est un moyen extraordinaire de dépenser moins d'énergie, parce qu'effectivement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, et la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc, il est capital que nos élus locaux et nationaux cessent de parler d'isolation, mais qu'ils le fassent. L'économiste, j'ai pas mal de retard sur mon propos, je peux peut-être continuer. Allez-y. L'économiste Gaël Giraud parlait d'un budget annuel de 20 milliards d'euros. Donc je pense que ce budget est insuffisant pour isoler toutes les constructions de notre pays, parce que isoler, ça crée beaucoup d'emplois locaux, et par ailleurs, l'isolation se rembourse en 15 ans. L'investissement initial fait faire de telles économies qu'au bout de 15 ans, l'investissement est payé, d'autant qu'on a créé de nouveaux emplois. Et je rappelle enfin que l'autonomie alimentaire et que l'autonomie énergétique de notre pays est capitale et de nos territoires. Et qu'on n'est pas du tout autonome au niveau énergétique. Et donc pour vous, la sortie du nucléaire, par exemple, Jean-Marc Governatori, c'est quand? 15, 20 ans? Là, on est en 2021, 15 ans donc 2036. Il me semble que vous étiez plutôt sur 2050. Exactement, mais j'aime beaucoup les films, madame, j'aime beaucoup les films de science-fiction, mais je n'aime pas la politique fiction. Moi, je suis dans le concret, je suis écologiste centriste, je suis dans le réel, donc on ne peut pas dire exactement quand c'est qu'on va sortir. Ce qui est important, c'est l'intention. Donc nous, écologistes, qui sommes là pour protéger, prévoir et agir, nous sortirons du nucléaire autant que se peut, et dès qu'on pourra, mais il faudra aussi sortir des énergies fossiles, qui sont aussi un grave problème pour notre pays, parce que ce qui compte, c'est la santé, et je rappelle que la mauvaise qualité de l'air tue 50 000 personnes par an en France. Et l'emploi. Alors la filière nucléaire, c'est quand même 220 000 emplois directs et indirects. On peut aussi parler des autres filières qui sont bousculées par cette transition, vous les connaissez bien. Il y a l'aéronautique, il y a l'automobile, on voit tout ce qui se passe actuellement dans les fonderies. Éric Piolle, que ferez-vous pour les salariés qui perdent leur travail dans cette transition énergétique? D'abord, il me semble important de mettre au cœur
quelle est notre stratégie pour la France, ce que nous allons faire. L'écologie, c'est le climat, la biodiversité et la justice sociale, parce que nous sommes convaincus que c'est dans la justice sociale que nous allons trouver un chemin ensemble. Personne n'a toutes les solutions aujourd'hui, mais nous traçons un chemin concret. Ce chemin, il part d'où? Il dit, nous allons attaquer les situations de rente, non seulement parce que nous avons besoin de ces profits accumulés dans quelques mains pour financer l'éducation, pour financer la transition énergétique, pour financer la transition dans l'agriculture, dans l'industrie. J'ai travaillé 18 ans dans l'industrie. L'industrie se transforme. Donc nous avons besoin de cet argent et que, en plus, cet argent, aujourd'hui, met la pression et continue de détruire l'environnement et continue de détruire nos emplois. Donc c'est ça aujourd'hui l'écologie. Et donc le travail que nous avons fait là, ce travail pendant 1 an, nous avons fait thématique par thématique, domaine d'activité par domaine d'activité. Et justement, vous parlez des emplois. C'est pour ça que je me tourne vers vous. Oui, parce que vous dites quoi à quelqu'un qui perd son emploi? Qu'avez-vous prévu de précis? Vous avez un programme. C'est pour ça que je vous questionne. Effectivement, j'ai un programme parce que nous avons chiffré à 1,5 million les emplois que nous allons créer, qui sont pour partie publique, un peu moins de 200 000, qui sont des emplois communs, c'est-à-dire portés par différentes structures, et des emplois marchands pour 600 000, parce que nous avons fait ce travail-là, de se dire, l'objectif c'est de baisser les gaz à effet de serre, l'objectif c'est qu'on sache pourquoi on se lève le matin et d'avoir un emploi qui ait du sens. Donc on accompagne tout cela, il faut sécuriser les gros changements, mais vous parlez de l'aéronautique, qui a vécu une crise terrible, avec entre 5 et 10 000 destructions d'emplois. 5 et 10 000 destructions d'emplois, c'est ce que nous vivons chaque année dans l'agriculture. Chaque année. Mais donc vous garantissez aux gens, ils perdent leur emploi dans la fonderie, on leur trouve un emploi soit public, sur leurs compétences, soit public, soit privé. Regardez le travail qui a été fait par la Fondation Nicolas Hulot, juste sur les moteurs automobiles, qui montre que d'ici 2030, nous pouvons créer dans cette filière 15 000 emplois. 15 000 emplois en ayant une industrie qui soit adaptée au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire non carbonée et ancrée dans le terrain. Parce qu'il y a un élément également qu'il ne faut pas oublier, c'est que les masses financières qui aujourd'hui spéculent sur des actifs industriels, là, sont en train de se réorienter et commencent à spéculer sur le logement, sur le foncier. J'ai vu des fermes en Normandie être rachetées par des fonds de pension hollandais. Nous devons protéger notre foncier, nos logements. C'est essentiel de protéger les biens communs, c'est le bon moment pour le faire. Et c'est justement aussi le bon moment pour passer à la question que vous avez commencé à évoquer et qu'Alexandra va évoquer avec vous. Qui paye ? Qui paye la transition? Qui paye ce nouveau modèle de société? Alexandra. En effet, là, Éric Piolle parle donc d'emplois qui sont créés soit dans la sphère marchande, soit dans la sphère publique, donc de l'argent public. Mais j'entends aussi dans tout ce que vous avez dit qu'il y aura des mesures de soutien au pouvoir d'achat, des mesures de soutien à l'emploi. Donc je l'ai dit, des incitations au comportement vert, des investissements dans de nouvelles structures énergétiques. On en a parlé quand on parlait du nucléaire. Un renforcement des services publics. C'est vous, Delphine Batho, qui en avez parlé. Alors justement, vous ne voulez pas de croissance, vous voulez même la décroissance. Vous avez dit que vous n'étiez pas favorable à la taxe carbone. Comment allez-vous financer tous ces investissements publics? Le projet écologiste. Sur la taxe carbone, non, telle qu'elle a été mise en place, je n'y étais pas favorable, puisque c'est l'archétype de la politique d'accompagnement de la croissance économique et qu'elle a principalement servi à faire un prélèvement sur le budget des ménages au bénéfice de la réduction des prélèvements des entreprises. Votre question, en fin de compte, elle revient, puisque je constate que cette question, en fait, qui est celle du chiffrage, n'est pas posée aujourd'hui à Emmanuel Macron, à Jean-Luc Mélenchon, au Parti Socialiste. On leur posera. Ah oui, ils vont venir, sans doute. On leur posera la question de combien ça coûte votre projet. Pour moi, dans une campagne présidentielle, il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut d'abord dire quel est le projet de société. Ensuite, il faut, parce que je suis contre le présidentialisme, construire un programme précis avec les citoyennes et avec les citoyens, et ensuite dire son chiffrage précis. Votre question, c'est est-ce que c'est bien sérieux le fait que les écologistes veuillent gouverner? Ma question est juste, je l'interprète, oui, vous la connaissant bien, pardon, je l'interprète. La réponse est oui, c'est extrêmement sérieux le fait que nous voulions gouverner. La deuxième, est-ce qu'il existe des marges de manœuvre économique? On va prendre quelques exemples. Chaque année, par exemple, on met 8 à 9 milliards d'euros sur la politique agricole commune pour financer les pesticides qui nous rendent malades, qui donnent des cancers aux enfants, qui donnent des cancers aux adultes, qui produisent des algues vertes sur les plages, qui tuent les abeilles, qui tuent la nature.
Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé? La réponse est non. Et donc le propos de la décroissance, c'est une politique responsable du point de vue des finances publiques, puisque ça consiste à dire qu'on arrête d'injecter de l'argent dans la destruction et qu'on bouge ses capacités d'investissement vers ce qui est utile et ce qui concourt au bien-être humain, à la santé, à la préservation du climat. Je pourrais vous faire une longue liste d'exemples, par exemple sur toutes les aides aux énergies fossiles, les 9 milliards d'euros que la France accorde aujourd'hui dans les aides à l'export, à la création de nouvelles capacités d'énergie fossile. En réfléchissant des budgets qu'on arrivera à financer tous les investissements. C'est une politique responsable du point de vue des finances publiques. Alors, ce qui creuse l'endettement aujourd'hui, c'est l'obsession pour la croissance économique. En outre, il faut investir parce qu'il y a un effort de transformation de l'économie française à opérer. Cette capacité d'investissement est indispensable, en particulier dans les économies d'énergie et dans la transformation des déplacements. Et cette capacité d'investissement, il faut aller la chercher en utilisant la clause de flexibilité des traités européens, comme le préconisent un certain nombre d'économistes, comme Gaël Giraud, comme Alain Grandjean et bien d'autres. Alors je vais essayer de regarder qui parmi vous finance ces investissements et comment. Je continue avec Sandrine Rousseau. Dans votre programme, il y a aussi de la fiscalité. Vous voulez agir, par exemple... Bien sûr. Pardon, mais bien sûr. C'est incroyable. Je n'avais pas terminé. Delphine Batho, vous êtes un petit peu en avance, on continue. Non, mais là, en fait, ce qui manque, c'est la notion d'encadrement du capitalisme et de sortie du libéralisme. Et en l'occurrence, pour une transition écologique, et il faut le dire, ne pourra pas se faire sans un renforcement d'un État social et écologique. Et qu'est-ce qu'un État social et écologique? C'est un État qui intervient dans l'économie, qui régule le marché. Aujourd'hui, le carbone est la chose qui nous met le plus en danger. Et le carbone, aujourd'hui, est gratuit. Il y a un marché de droit à polluer au niveau européen, il est entre 46 et 70 euros la tonne, mais ça n'est absolument pas suffisant. Oui, je sais, ça va pas être agréable. Mais il nous faut absolument rendre ce qui nous met en danger payant, et payant à un prix assez élevé, en l'occurrence 200 à 250 euros la tonne sur les 5 ans, parce que sinon on ne fera jamais de transformation de notre système productif à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Permettez-moi une question très concrète, parce que 200 euros la tonne, 60 euros la tonne, ça dit pas grand-chose aux auditeurs, et pas grand-chose à personne. J'ai un diesel. Je paye mon gazole 1,40 à la pompe. Avec Sandrine Rousseau, présidente, combien va valoir mon litre de gazole d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Le prix du carbone s'adresse aux entreprises, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que précisément, et c'est pour ça que j'articule un contrat social à la transformation écologique, c'est que la première mesure que je prends en tant que présidente de la République, c'est de faire un revenu d'existence à 850 euros. Précisément pour ne pas laisser les personnes sur le bord de la route. On augmente le SMIC et on fait en sorte qu'il y ait une réforme de la fiscalité qui diminue les inégalités. Parce que diminuer les inégalités, c'est à la fois écologique et à la fois social. Aujourd'hui, celles et ceux qui émettent le plus de pollution de carbone dans l'atmosphère, ce sont les personnes qui ont les niveaux de revenus les plus riches. Donc oui, la question sociale et la question écologique sont intimement liées. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une écologie d'accompagnement, qu'on doit au contraire faire une écologie de transformation, une écologie radicale, parce que c'est la seule qui soit protectrice des plus faibles et des plus vulnérables dans notre société. Je rebondis, et j'ai donc lu les programmes. Éric Piolle, vous êtes d'accord avec Sandrine Rousseau, semble-t-il, il faut faire participer les plus aisés à ce programme d'investissement, et une de vos mesures phares, c'est l'ISF climatique. Schématiquement, simplement, en quoi ça consiste? Oui, c'est que là où Emmanuel Macron a supprimé l'ISF, l'impôt sur la fortune, et a introduit la flat tax, donc a baissé considérablement les revenus financiers, il nous faut revenir sur cela et faire payer ce qui est nuisible pour le climat. Et donc cette source-là de financement, je le redis, elle est non seulement nécessaire pour financer notamment l'éducation, mais aussi la santé, avec ces plus de 20 000 sages-femmes qui sont en dehors du Ségur de la santé, qui ont été laissées pour compte, alors qu'elles sont là à faire naître plus de 700 000 enfants chaque année. Et il y a cette nécessité-là, et en plus parce que cet argent aujourd'hui est utilisé pour détruire l'environnement et l'emploi. Donc il y a cette nécessité forte. Et sur la dette, sur la dette, ça me fait sourire, c'est un peu comme sur la sécurité, c'est que les gens ont un vrai sentiment d'insécurité, certains vivent vraiment dans une situation d'insécurité, et on dit, si c'est les écologistes, oulala,
Mais la situation elle est terrible aujourd'hui. Sur la dette, les 120% de dette du PIB, c'est pas les écologistes, c'est 40 années d'impuissance politique. Mais vous en faites quoi? Vous l'annulez? Vous la laissez filer? Vous essayez de baisser la dette? Ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas. Vous avez vu que l'Europe a su trouver 750 milliards d'euros pour le Covid. Elle avait su trouver là aussi plus de 20% du PIB en 2008 lors de la crise financière. Nous saurons trouver cette même argent qui a été créé pour la transition énergétique dans la justice sociale. Jean-Marc Governatori. La dette, on l'assumera évidemment parce que sinon après plus personne nous prête. Donc la France doit emprunter pour payer tout ce qu'elle a à payer. Donc si on ne paye pas la dette, après plus personne nous prête. Donc évidemment nous assumerons la dette. Nous sommes des gens sérieux. D'autre part, je veux quand même rappeler que le PS, les Républicains et LREM qui nous donnent des leçons sont des désastres en matière de gestion. Quand on voit les résultats, c'est incroyable d'être aussi mauvais et aussi incompétent. Donc, ils n'ont vraiment pas de leçons à nous donner. Les deux sources financières, madame, dans notre pays, les deux sources financières majeures, sont d'une part de pratiquer une politique de la santé, parce que ce qui coûte le plus cher à la France, c'est la maladie. Près de 300 milliards d'euros, 250 milliards d'euros par an avant la crise de la Covid. Il n'y a rien qui coûte aussi cher en France. Même en matière éducative, quand vous totalisez les budgets de l'éducation, ça fait 125 milliards. Donc, la maladie coûte le double. Donc, si vous pratiquez une éducation de la santé à la façon des écologistes, vous faites de grosses économies en matière de santé. D'autre part, il faut que les personnes qui nous dirigent pour l'instant sachent que le non-emploi coûte plus cher que le plein emploi. Et que nous, écologistes, nous construisons le plein emploi. Je l'ai démontré dans mon livre « Politique écologique égale plein emploi » par l'économie circulaire, par la rénovation énergétique, par l'activité paysanne. Et par les énergies renouvelables, vous construisez le plein emploi en France, madame. Et si vous construisez le plein emploi, vous faites là aussi beaucoup d'économies. Donc nos deux sources d'économies font en plus le bien des Français, la santé totale et le plein emploi. France Inter. Question politique. Débat de la primaire écologiste. Alors pour terminer, on a eu envie d'évoquer une question fondamentale. Quand on veut présider la France, c'est la question de la gouvernance. Ça ressemblerait à quoi la prise de décision avec un président écolo ou une présidente écolo? Et puis autre question qu'on va évoquer, avec qui voudriez-vous gouverner? Première question, Karine Bécard. Alors on va prendre un cas d'école qu'on ne connaît que trop bien en ce moment, la crise sanitaire. Éric Piolle, vous dites un homme seul ne peut pas relever tous les défis qui sont les nôtres, et le quinquennat qui s'achève, le quinquennat Macron, le démontre chaque jour. Jupiter est bien impuissant, c'est ce que vous avez dit, je vous cite précisément. Est-ce que vous ne pensez pas que la crise sanitaire est l'exemple même de la nécessité parfois d'une gestion verticale? Non. Alors expliquez-moi. Nous avons aujourd'hui en France 30 000 morts de plus qu'en Allemagne. 30 000 morts de plus. Et c'est à cause de cette gouvernance verticale? En tout cas, la gestion plus collective d'Angela Merkel, manifestement, était plus efficace que nous qui avons attendu. Et l'investissement dans l'hôpital chez Angela Merkel. À chaque fois, attendu la parole du président pour savoir comment nous allions vivre. Donc, gouvernance avec ce retard, vous faites quoi? Vous faites un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, sur la vaccination, par exemple, et ça permet d'avancer suffisamment vite pour régler une crise sanitaire? Comment ça marche? Non, sur la crise sanitaire, nous avions des outils coopératifs sur lesquels s'appuyer. Le président de la République a choisi de balayer tout ça pour passer au Conseil de défense. C'est son choix. Je considère qu'il y a eu un retard dans la prise de décision à chaque fois, lors du début de la crise, lors de la crise des masques où ils nous ont dit que les masques n'étaient pas nécessaires, lors de l'absence de coordination industrielle, lors du deuxième confinement, lors du troisième confinement. J'ai soutenu toute la démarche vaccinale depuis le début, mais le reste, c'est une absence d'anticipation. Et même là, il nous faudrait... dont Emmanuel Macron n'est peut-être pas responsable. Donc, si, est-ce que c'est la prise de décision ou c'est la prise de décision? Alors là, clairement, c'est la prise de décision. Et donc, ce que je propose, effectivement, c'est un référendum lors de mon arrivée à l'Élysée pour déverrouiller cette démocratie, mettre la proportionnelle aux législatives avec une petite prime pour éviter de revenir à la 4ème République, et d'introduire le référendum d'initiative citoyenne, en plus évidemment de la garantie climat dans la Constitution. Merci, le maître des horloges est un petit peu ennuyeux parfois. Il nous reste très peu de temps, 3-4 minutes sur les questions de gouvernance, ça va être très rapide, et puis ensuite 1 minute à chacun d'entre vous pour conclure.
Faisons court. Je voulais juste comprendre, Jean-Marc Vernatori, vous avez bien déclaré que quand on nous dit vaccinez-vous, tout ira bien, on fabrique des maladies. Est-ce que c'est bien responsable de vouloir être président de la République quand on a eu ce degré de responsabilité ou non vis-à-vis des Français? Ce qui est responsable, c'est les délinquants politiques qui ont traversé mon propos, madame. Les délinquants politiques, d'accord. Donc, en l'occurrence, alors, vous n'êtes pas vacciné, vous avez eu le Covid. Vous considérez maintenant, vous dites aux gens, allez vous faire vacciner? Un homme politique n'a pas à dire allez vous faire vacciner ou n'allez pas vous faire vacciner. Il a à dire quoi, un homme politique? La seule personne en France, madame, qui peut dire allez vous faire vacciner ou pas, c'est le médecin. Alors, en revanche, il a le droit de dire n'y allez pas ou faites attention. Mais c'est quoi un homme politique? Il doit créer une éducation à la santé qui fera que les Français seront moins sensibles à ce virus. Je voudrais répondre sur la gouvernance parce que c'est très important, parce que l'écologie centriste remonte aux causes. Donc les causes de nos malheurs, c'est effectivement le consumérisme, le productivisme, la technologie à outrance, l'irresponsabilité généralisée, mais aussi la monarchie de notre pays. Et donc il faut en sortir. Pour en sortir, la solution que je propose dans mon projet de société, c'est un triumvirat primo-ministériel. Moi, président, je ferai nommer par les 3 assemblées un groupe de 3 premiers ministres, la 3e assemblée étant une assemblée nationale de citoyens tirés au sort, pour avoir des gens qui sont vraiment au sol, et effectivement avec la proportionnelle de l'Assemblée des députés, donc Assemblée des députés, Sénat et Assemblée nationale de citoyens tirés au sort, qui eux feront les lois, administreront le pays, et les 3 premiers ministres seront responsables devant ces 3 assemblées. Le président deviendra un ambassadeur de notre pays, et Nicolas Hulot aurait tout à fait le profil. Merci, on a compris. Yannick Jadot, même question. Vous, président, c'est quoi institutionnellement les choses? Qu'est-ce qui change? Il y a combien de premiers ministres avec vous? La première chose, on le voit, le temps démocratique est un temps long, toujours. Se forger un avis, en débattre, délibérer, voter une loi, la mettre en œuvre, ça prend toujours du temps. Alors on a 2 façons de résoudre ce décalage entre le monde qui va très vite et la décision politique. On fait comme Emmanuel Macron, on concentre tous les pouvoirs, on met de la verticalité, on méprise les élus, on méprise les syndicats, on méprise les citoyens. Il y a une autre façon de faire, c'est de mettre de la démocratie partout. On met et on refait une phase de décentralisation pour clarifier les compétences des collectivités. On fait des référendums d'initiative locale pour que les citoyens et les citoyennes se sentent partie prenante de la vie concrète. On met des conventions citoyennes, on met des conférences de consensus. Et la démocratie, ça n'est pas qu'une affaire entre les élections. Il faut mettre de la démocratie dans l'entreprise. Je porte, comme en Allemagne, l'idée que 50% des sièges dans les conseils d'administration des entreprises reviennent aux salariés pour qu'ils soient partie prenante des entreprises. Et évidemment, c'est le milieu associatif. On a 13 millions de bénévoles dans notre pays qui participent de la vie de la cité. Eh bien, il faut remettre des emplois aidés, il faut les aider, parce que c'est un maillage extrêmement puissant de la démocratie et de la vie de la cité. On va remettre encore un peu de démocratie. Delphine Batho, vous êtes en retard. Vous, présidente, qu'est-ce qui se passe en termes institutionnels? J'abolis le présidentialisme. C'est-à-dire qu'il y aura un référendum pour remettre en cause l'élection au suffrage universel du président de la République, et la France entrera donc dans l'ère des démocraties modernes qui reposent sur un régime primo-ministériel avec un Parlement qui est souverain et un gouvernement responsable devant ce Parlement. Il faut aujourd'hui une collégialité du pouvoir, il faut aujourd'hui abattre la verticalité patriarcale de la Ve République qui infantilise les citoyens, qui tue les énergies, qui organise l'impuissance de l'État, qui permet aussi l'influence des lobbies sur les décisions parce qu'il y a une telle concentration du pouvoir qu'il suffit de s'agiter un peu auprès de l'Élysée pour obtenir satisfaction. Il faut mettre fin à ce système et engager un processus de transformation de nos institutions avec les conventions citoyennes, avec la 3e chambre du futur, mais ça commence par toucher à cette clé de voûte qui est le présidentialisme. Et ma proposition, c'est que ce ne soit pas seulement un programme politique, c'est d'appliquer cet esprit à la campagne électorale et de mener une campagne électorale écologiste totalement ancrée dans le renouvellement démocratique, dans la collégialité et dans le caractère collectif de l'espérance que nous devons lever en France. Et vous, Sandrine Rousseau, est-ce que vous seriez une présidente qui remettrait en cause la présidente?
Alors, en tous les cas, la Ve République, oui, parce que la Ve République est arrivée à bout de souffle et on l'a vu notamment ces derniers mois, mais on a beaucoup parlé du pouvoir au Parlement, du pouvoir au territoire, et je partage ça. Moi, je voudrais juste faire un focus sur le fait qu'une démocratie fonctionne aussi avec des contre-pouvoirs, et en l'occurrence, il y a deux contre-pouvoirs qui ont été bien abîmés pendant ce mandat-là, c'est la justice et c'est la presse, et qu'il nous faudra aussi nous interroger sur les conditions dans lesquelles s'exerce le métier de journaliste et la liberté de ce métier-là, autant que les moyens donnés à la justice, puisque vous savez qu'on est le 16e budget européen en matière de justice et que c'est indigne de notre pays. Ça fait partie des contre-pouvoirs absolument indispensables à une démocratie. Et comme ça n'avait pas été abordé, je me suis permise de faire un focus dessus. On aimerait savoir aussi avec qui vous allez travailler. Non, là, franchement, désolé Karine, on n'aura pas le temps parce qu'on est en retard. On reviendra, on en reparlera. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas pu évoquer. Avec les Françaises et les Français, vous l'avez compris, on va rendre le pouvoir aux Françaises et aux Français. Il y a des choses effectivement qu'on n'a pas pu évoquer. La question par exemple aussi des alliances de la France quand on est président, c'est aussi à l'international. Bref, des sujets intéressants. On est en retard, mais pour autant, on va quand même vous offrir à chacun 1 minute pour conclure ce débat. Là aussi, on a tiré au sort l'ordre de passage. Éric Piolle, c'est vous qui commencez. Vous qui nous écoutez, il y a en France là un espoir, c'est que pour la première fois, il peut y avoir une présidence écologiste. Il y a aujourd'hui 2 candidats à l'extrême droite, il y a 3 candidats à droite. Il n'y a pas de désir de retour du socialisme. Nous sommes là dans un chemin nouveau. L'expérience du privé, l'expérience d'élu local, la capacité à construire des collectifs, la capacité à être constant, à proposer un chemin clair, c'est indispensable pour le mandat, c'est aussi indispensable pour la campagne qui va s'ouvrir. Une campagne où nous fédérerons ceux qui ont cru, pour certains, en toute bonne foi, à la nouveauté d'Emmanuel Macron en 2017 et qui ont rompu avec le macronisme face à l'inaction du climat et la glissade sur les valeurs. Et ceux qui ont espéré en 2017 en Jean-Luc Mélenchon et qui voient bien que ce n'est pas le chemin de la victoire. Nous avons là un chemin d'espoir. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Yannick Jadot. La radicalité de l'écologie aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle. Je m'y suis préparé. Depuis 30 ans, mon seul engagement, c'est l'écologie et la justice sociale. J'ai été avec les paysans au Burkina Faso, avec les femmes opprimées au Bangladesh. J'ai participé à la construction du mouvement altermondialiste avec José Bové et tant d'autres. J'ai dirigé les campagnes de Greenpeace en France pendant 7 ans et depuis 12 ans, je suis élu au Parlement européen. Mon écologie, c'est une écologie de combat et une écologie de solution. De combat parce qu'il faut extirper les lobbies de nos institutions, contre les traités de libre-échange ou contre ce qui est absolument inacceptable aujourd'hui en matière de destruction de la nature, de souffrance animale et d'injustice. Mais une écologie de solution. Parce que quand on se va sur l'ensemble des territoires de notre pays et au-delà en Europe, et je connais bien l'Europe, il y a, je l'ai dit, des femmes et des hommes qui font des choses absolument formidables. La société qui va bien, la société qui protège la nature, qui respecte les animaux, la société qui crée l'harmonie entre nous, elle existe déjà. Mais elle est à la périphérie des politiques publiques. Notre responsabilité à nous, écologistes, et c'est pour ça que c'est si important de gagner cette élection présidentielle et les élections législatives derrière, c'est de mettre ces expériences extraordinaires, ces succès, ces innovations, ces inventions au cœur des politiques publiques. Et nous voulons le faire, pas simplement avec ces femmes et ces hommes qui innovent, qui agissent, mais avec l'ensemble des Françaises et des Français pour œuvrer à un seul objectif. Retrouver notre harmonie avec la nature, retrouver notre harmonie entre nous et dès l'arrivée à l'Élysée, nous agirons pour vous. C'était un peu plus long qu'1 minute. Jean-Marc Governatori. Je veux rappeler que les 2 sujets de cette présidentielle, les 2 sujets majeurs, sont l'habitabilité de notre planète et la survie de l'espèce humaine. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que nous représentons 1% des pollutions, puisque la mauvaise qualité de l'air, je le rappelle à ceux qui arrivent, 50 000 morts par an en France, et que la mauvaise alimentation dans notre pays, c'est 100 000 morts. Donc effectivement, nous vivons un moment historique. Pourquoi un moment historique? Parce que depuis 30 ans, l'écologie politique en France subit un boulet. Ce boulet, c'est la gauche. L'heure est venue de l'écologie au centre. On gagnera l'élection présidentielle en 2022
que si on rassemble tous les écologistes de gauche, du centre et de droite, et ceux qui ne se reconnaissent dans aucune idéologie, mais aussi toutes les Françaises et les Français qui veulent tout simplement une meilleure santé, un meilleur air, une meilleure eau, qu'apporte le projet de société écologiste. Mon projet de société et mon chemin de vie prouvent que je serai le candidat du plein emploi. Je serai le candidat de la santé à travers l'éducation à la santé. Je serai le candidat de la personne handicapée, qu'on oublie trop souvent. Je réconcilierai l'économie et l'écologie. Je suis un produit du monde associatif et je suis un produit du monde de l'entreprise. Je veux aussi qu'on ait un autre rapport à l'animal. Avoir un autre rapport à l'animal, c'est montrer qu'on a du cœur. Et on n'est pas un grand président si on n'a pas de cœur. Delphine Batho. Nous sommes dans une course contre la montre face au changement climatique qui s'accélère. Et donc oui, l'heure est venue de porter l'écologie aux responsabilités et une écologie de gouvernement en capacité de diriger la France. Nous sommes aussi dans une course contre la montre face aux risques des populistes de tout horizon. Et il n'y a pas de fatalité, pas davantage qu'il n'y a de fatalité au pire. Il n'y a pas de fatalité à une élection présidentielle confisquée entre le statu quo conservateur ou l'extrême droite. Ce n'est pas une question de personne. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'aucune personnalité n'émerge dans ce qu'on appelle dans les enquêtes comme en étant en situation d'être présente au second tour de l'élection présidentielle et de l'emporter. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question en fait de contenu. Parce que toutes les formations politiques ont le même projet, celui de continuer avec l'obsession de la croissance économique qui détruit le climat, qui détruit la nature, qui détruit nos vies. Je propose un autre chemin qui est celui qui peut ouvrir nos imaginaires et un nouvel horizon pour la France, celui de la décroissance, celui aussi de la rupture avec le présidentialisme. Si je suis investie, nous conduirons la campagne et l'élaboration du projet avec les citoyennes, avec les citoyens, avec les scientifiques, avec les chercheurs, avec les chefs d'entreprise et toutes celles et tous ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans l'écologie politique organisée, mais qui ont vocation à nous rejoindre et à nous donner l'occasion de changer la France. Sandrine Rousseau. Alors, choisir une écologie radicale, c'est choisir la protection, c'est choisir la maîtrise, c'est ne pas subir les catastrophes naturelles et avoir la maîtrise de son destin. Et il ne faut pas avoir peur du mot radicalité puisqu'il vient du mot racine et qu'en fait, de la racine poussent des choses et poussent les choses qui nous rendent finalement le plus vivant. Ce que je voudrais juste vous dire et m'adresser aux personnes qui nous écoutent, c'est que pour toutes les personnes qui, quelque part, à un moment donné dans leur vie, se sont levés et se sont cassés, comme moi. Pour toutes les personnes qui se sont levées et se sont cassées et ont tourné le dos au processus démocratique, eh bien, j'ai envie de vous dire, revenez. Revenez maintenant avec nous parce que 2022 n'est pas joué, la présidentielle n'est pas jouée, les scénarios que l'on nous décrit comme déjà verrouillés peuvent être changés et finalement ça se passe là, à la primaire des écologistes, maintenant, aujourd'hui. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce premier débat. Vous pouvez reciter l'adresse du site où on s'inscrit pour la primaire, s'il vous plaît. Lesécologistes.fr. 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 Arrêtez, vous êtes déjà en avance, il y a déjà arrêté de parler. En termes de temps de parole. Et dès 16 ans. En termes de temps de parole, on a essayé tant bien que mal de respecter une parité. Il y a un petit peu de retard pour les uns, pour les autres, un petit peu d'avance, mais jamais plus de la minute. Donc on peut considérer quand même que la mission, en tout cas je l'espère, est accomplie, qu'on a bien entendu à la fois vos convergences les moins bavardes et vos différences. C'est souvent le cas. Nathalie, Françoise, Alexandra et Karine, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Questions Politiques. Mais Questions Politiques, ça continue sur France Info TV, le canal 27 et sur France Inter avec les débriefs.